Là, tu manges même des flocons d'avoine à la main comme ça, tu vois, parce que t'as vraiment une crise d'hyperphagie et tout. Mais moi, tu te rends pas compte, mes séries, elles sont de la mort qui tue, tu vois. Non, non, etc. Ouais, tranquille, c'est les back-off de toute façon. Il doit pas vraiment y avoir de cheat meal à proprement parler en une journée où je n'ai ni traqué mes pas, ni traqué mes calories, ni entraîné, etc. Bonjour et bienvenue pour ce 12e épisode du Minotaur Podcast. Alors, aujourd'hui, podcast un petit peu plus rapide, un petit peu plus court que d'habitude. Le thème du podcast aujourd'hui, ça va être de répondre à certaines questions qu'on a pu me poser. Donc j'avais plusieurs fois dans certaines de mes stories, du coup, j'avais pu mettre sur Instagram des boîtes à questions concernant du coup soit des questions que j'allais aborder directement en réponse en story, soit directement du coup pour les questions plus longues, j'avais précisé que je les aborderais justement dans le podcast. Donc j'ai sélectionné quelques-unes des questions, on verra si entre guillemets on a le temps de tout faire, etc. L'idée c'est de faire un épisode d'une quarantaine de minutes, de pas prendre trop de temps, etc. De pas non plus s'étaler et de prendre 1 heure par question. Mais du coup voilà, on a quelques questions à répondre. L'idée c'est d'en se traiter au moins 3-4, je pense que ça sera plutôt intéressant. Donc voilà pour ce podcast. Sinon, avant d'attaquer du coup le sujet des réponses aux questions, on va faire comme d'habitude. Premier point, qu'est-ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines? Il me semble que l'épisode dernier du coup date d'il y a 2 semaines environ. Donc tranquillement, le post-show a suivi son cours, j'ai envie de dire. J'ai continué à progresser tranquillement de mon côté, à reprendre des bonnes sensations à l'entraînement. Voilà, tranquillement, honnêtement, j'ai pas fait d'adaptation particulière niveau diète. Il n'y a pas eu de gros changements. Mais les changements vont être à venir, ou plutôt les chamboulements vont être à venir parce que justement, là aujourd'hui, si je tourne un épisode plutôt rapide, c'est parce que je manque relativement de temps ces derniers jours, parce que je prépare un gros voyage et donc je pars là dans quelques jours. Là, au moment où je tourne, c'est dans 3 jours que je pars exactement. Je pars pour quasiment 2 semaines, vraiment à l'autre bout du monde. Donc, je vous en avais parlé un petit peu dans le dernier épisode. Et donc, j'avais pas encore expliquer quelle était la destination, etc. Donc tout simplement là je vais partir donc au Canada. Donc je vais aller tranquillement avec ma copine prendre un petit peu des vacances pendant 10 jours du coup au Canada. Donc je vais aller en Alberta exactement. Donc c'est vraiment pas typé Montréal, etc. Pour ceux qui connaissent. Enfin c'est pas très connu pour le coup, mais c'est vraiment typé comment dire, un petit peu si on devait comparer un truc plus connu, c'est comme le Montana ou le Texas, mais version canadienne, vous voyez. Donc ça va être vachement sympa, c'est vraiment dans les montagnes, etc. Donc c'est plutôt cool. Et donc voilà, donc ça va être plutôt sympa. Si jamais ça t'intéresse, eh ben, je vais essayer de vlogger un maximum, enfin de vlogger, de partager un maximum mon expérience là-bas, etc., etc. Donc n'hésite pas à aller me follow bien sûr sur Instagram pour voir les stories au quotidien. Ça c'est plutôt important si jamais ça t'intéresse. Et puis même pour le coup, je me suis un peu j'ai un peu fait un lapsus révélateur en disant vlogger, parce que justement je voudrais essayer de me mettre à vlogger un petit peu plus mon quotidien, etc. Pourquoi? Parce que si je dois faire un update de ces derniers jours, un point qui a été assez important ces derniers temps, c'est que j'ai pris la décision justement de me mettre en full-time coaching, c'est-à-dire que pour ceux qui me connaissent pas forcément encore très bien, etc. Pour l'instant, je n'étais pas encore en full-time en coaching, que ce soit coaching en ligne ou même le coaching en présentiel. Je faisais encore quelques heures par semaine en salle de sport. Et du coup, bah là, avec la rentrée qui commence à se préparer dans le planning des salles de sport, etc., et bien tout simplement, on m'a posé la question de est-ce que je continuais en septembre à faire mes quelques heures par semaine en salle de sport, et j'ai pris la décision de totalement arrêter pour le coup, parce que voilà, vous êtes de plus en plus, oula, pardon, vous êtes de plus en plus nombreux à me faire confiance sur le coaching en ligne, ça c'est cool, donc ça me permet vraiment d'avoir maintenant d'atteindre un niveau de revenu qui me permet de ne plus avoir cette petite sécurité de la salle de sport. Là actuellement j'étais en 9 heures semaine, donc en gros il y avait 3 soirs par semaine où je travaillais, plus certains week-ends. Et en vrai c'est bête, mais juste le fait d'avoir des horaires précis à respecter quand tout le reste du temps tu es en full time à ton compte, etc., où c'est toi qui gères ton planning, mine de rien c'était quand même assez handicapant, c'était assez embêtant et c'était très fatigant. Voilà, la salle de sport faisait que 3 soirs par semaine. Déjà, je finissais à 21 heures, donc je rentrais chez moi, il était 22 heures, etc. Enfin bref, c'était toujours
pas le plus optimal, on va dire, niveau rythme. Donc je suis très content d'avoir pu, entre guillemets, sauter le pas et dire ok, c'est bon, maintenant j'arrête. Donc ça a fait petit à petit, hein. J'ai commencé en salle de sport, je travaillais 20 heures par semaine dans cette salle. Ensuite, je suis descendu à 16 heures. Puis il y a eu un tout petit temps, je crois, à 12 heures, je suis même pas sûr, où je passais de 16 à 9 tout de suite. Et puis là, toute cette année 2024-2025, donc de septembre à aujourd'hui, on va dire, j'étais en 9 heures semaine. Donc là, à partir du mois de septembre seulement, je serai vraiment en full-time complètement coaching. Et ça, c'est cool parce que je vais pouvoir ouvrir encore plus de places de coaching en ligne, etc. etc. Donc c'est vrai, ça va vraiment être top. Pour le coup, je vais pouvoir continuer à me développer toujours plus. Et c'est vraiment ce qui me stimule le plus au quotidien. Ça, c'est logique. Et puis, et du coup, si je parle justement du vlogging, c'est parce que bah, du coup, je me disais, bah, le temps que je vais avoir en plus, ça va pouvoir me permettre aussi bah, d'être peut-être plus régulier encore sur la création de contenu sur les réseaux sociaux, etc. Et un truc qui m'a toujours tenté, et qui m'a toujours plu, et c'est un truc qui a fait que je me suis décidé justement à faire le podcast, c'est que j'ai toujours voulu faire des vidéos un peu plus longues, un peu plus travaillées que ce qu'on voit en format short, etc., en format verticaux, les réels, etc. Et c'est vrai que moi je suis très frustré parce que bah, comme vous le voyez avec ce podcast, je suis quelqu'un qui entre guillemets, pas qui parle beaucoup, mais quand j'aborde un sujet, j'aime bien l'approfondir, etc. J'ai tendance beaucoup à faire des digressions aussi quand je parle, etc. etc. Et voilà, je me sens très frustré dans le format ouais, faut pas que ça dépasse 1 minute 30 machin et tout. Enfin bref, bon, c'est pas trop mon délire. Et pareil, c'est un format très montage agressif, tout ça. Et moi, au final, entre guillemets, si je vais dire que je maîtrise un petit peu les codes de tout ça, mais pas à la perfection, clairement. Voilà, moi, mes réels font pas. J'ai pas de réel qui va buzzer, etc., grâce au montage, grâce à tout ça. Et je pense que même ma personnalité, qui est très calme et très posée, est beaucoup plus une personnalité pardon, qui sera adaptée justement à un format plutôt YouTube. Et du coup, bah, j'essaierai justement de mettre à partir de septembre, bah, publier une vidéo sur YouTube au moins 1 fois par semaine, avec un contenu peut-être un peu plus vlogué. Pourquoi pas vous emmener avec moi sur une séance, sur une journée, etc., etc. Je me dis que ça peut vachement être sympa, ou sur un week-end, ce genre de choses. Et du coup, je me suis dit, bah, franchement, ça peut être l'occasion d'essayer de mettre un peu le pied à l'étrier et de tester pendant ce voyage-là, parce que je me dis, ce qui est cool quand tu vlogs un peu toute ta vie, et c'est ce que je remarque déjà rien qu'en faisant des vidéos tout le temps avec ma caméra, avec mon téléphone et tout, c'est que t'as vachement beaucoup plus. Enfin, moi, tu vois, de base, je suis un mec, je vais en vacances, j'ai aucune photo de mes vacances. Tu vois, genre, je rentre chez moi, y a plus rien. Genre, je prends pas de photos, je suis pas un mec de base qui est très. Ouais, voilà, tu vois, enfin, je pense que vous avez capté ce que je veux dire. Et du coup, j'ai remarqué un truc, c'est que quand tu te forces un petit peu à faire ça, eh ben c'est top parce que t'as tellement de souvenirs de tout. Dès que je fais le moindre week-end, le moindre voyage, j'ai toujours un peu des souvenirs et tout. Et du coup, je me dis, bah vas-y, ça peut être cool, ça peut être l'occasion du coup de tester. Donc j'essaierai de voir un petit peu. Je veux dire, j'ai quand même le matériel adéquat pour pouvoir faire du vlog, on va dire. J'ai une caméra, j'ai toujours ma petite caméra en final que je n'ai toujours pas vendue parce que je l'ai toujours pas mis en vente. Donc cette petite caméra, elle est très pratique pour le vlogging, elle est faite pour ça. Et j'ai aussi une GoPro, donc je me dis franchement, ça peut valoir le coup. Donc à voir, bon, je vais peut-être me trimballer les 3 caméras, j'en sais rien encore honnêtement. Mais ouais, franchement, ça peut vachement être sympa, je me dis, ça peut être cool. Et puis on va les tester du coup, les salles canadiennes, normalement ça devrait être un peu à l'américaine. Et bah, justement, la région du Canada que j'ai choisie, c'est justement aussi parce que c'est une région très à l'américaine. C'est peut-être la région la moins canadienne du Canada, on va dire. Tu vois, c'est très, comme je disais, c'est un peu le Texas canadien. Et du coup, ça va être vachement sympa. C'est vraiment culture ranch, cowboy, tout ça. Donc moi, j'adore ça. Vous allez me voir revenir avec un chapeau de cowboy, c'est garanti. Mais non, franchement, ça va être cool. Et du coup, voilà tout. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Non, bah voilà, on va essayer de vlogger ça. On va essayer de filmer ouais, un petit training dans une salle. J'en testerai plusieurs. De toute façon, j'essaierai de trouver. C'est une grande ville où je vais quand même. C'est relativement une grande ville, donc je pense qu'il y aura quand même des salles bien. De ce que j'ai regardé, il n'y a pas malheureusement de gros gym. Bah, pas aussi impressionnant que ce qu'on peut voir bah forcément, genre à New York ou je sais pas où, tu vois. Mais il y aura quand même des salles sympas et tout, donc on verra, on essaiera de trouver des petites pépites, on verra un petit peu ce qu'il y a. Et ça s'annonce vraiment top, donc j'espère que ça va être cool. Et on va essayer de bien profiter pendant ces 10 jours de vacances.
voilà, on va essayer de toujours être actif sur les réseaux. Faut que je me mette vraiment aussi le pied à l'étrier là-dessus. Parce que j'ai tendance, bah, du coup, justement, à quand je suis en voyage ou en week-end, bah, pas trop mettre de story et tout, parce que bah, je suis occupé à, entre guillemets, profiter de l'instant, comme on dit. Mais c'est important pour le coup. Et puis en plus de ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et enfin, comme j'ai expliqué avec l'apport du côté souvenir, etc. Enfin, c'est que bénéf en vrai, ça prend pas tant de temps que ça de mettre des stories, donc je vais essayer d'être vraiment bien actif. N'oubliez pas le café pour le podcast, bien évidemment. Et sinon, bah, je pense qu'on va pouvoir attaquer après, hein, pour le coup. Quels autres changements il y a eu ces dernières semaines? Pas grand-chose. Là, du coup, bah, j'essaye de publier ce podcast juste avant de partir, donc je vais essayer de le publier pour le publier, alors soit le lundi si j'ai le temps, ça m'étonnerait honnêtement, et sinon avec le temps du traitement, tout ça. Sinon je pense qu'il sortira du coup le mardi, et moi je pars le mercredi, donc voilà. Enfin je pars même le mardi à 2 heures du matin, enfin le soir, enfin bref. Donc ça je pense que je le publierai le mardi, ou alors je le mets en publication automatique le mercredi, mais j'aime pas trop ne pas pouvoir checker, j'ai du mal, hein, parce que YouTube, Spotify, quand tu publies des trucs un petit peu longs, ça a vite tendance à avoir des petits bugs pour le coup. Ok, du coup maintenant on va pouvoir passer aux réponses aux questions. Alors du coup j'avais sélectionné quelques questions et on va commencer par une question que je trouve vraiment intéressante, assez pertinente. Et bah, c'est surtout en vrai parce que je trouve que j'ai beaucoup de choses à dire sur cette question. C'est un peu l'effet de mode du low volume, high intensity. En gros, on va vraiment préférer du coup, pour pouvoir avoir un maximum d'intensité, de se mettre en low volume. Et ça c'est une question intéressante. Pourquoi? Parce que si tu si tu vois un petit peu mes trainings que je poste en story, etc., ou même dans mes réels, tu sais que moi je suis quelqu'un qui est partisan vraiment de l'échec musculaire, d'aller vraiment dans du high intensity poussé. Mais il y a vraiment un point à redire là-dessus, avec cet effet de mode justement qui est arrivé depuis... Ça fait un petit moment maintenant que c'est un peu cette mode. Je pense que ça doit faire bien un an honnêtement, hein, ça doit être bien depuis l'été dernier qu'on a vraiment cette mode qui est apparue. Et il faut savoir que moi, je suis vraiment pour, hein, le coup du high intensity. C'est vraiment ma méthode d'entraînement, de s'entraîner vraiment très poussé dans l'échec, etc. Parce que pour moi, le gros intérêt de tout ça, c'est qu'au final, un échec musculaire pur et simple, c'est factuel, tu vois, alors que si tu te laisses des RIR, etc., ça va totalement être subjectif, c'est-à-dire que en fonction de ton état de forme, en fonction de comment tu te sens, en fonction de l'exercice aussi, tu auras plus ou moins de RIR sans forcément, entre guillemets, le vouloir ou les prendre en compte, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un petit peu quelque chose que je trouve assez un peu trop subjectif, même si en vrai, dans l'idée, je pense que oui, s'entraîner RIR du coup 0, RIR 0, donc ne plus pouvoir faire une répétition, mais du coup avoir une dernière répétition qui reste standardisée, qui reste clean, on va dire, je pense que ça reste le mieux pour avoir une balance entre fatigue et, gain musculaire, on va dire, et résultats et signaux reçus par le corps, on va dire. Après, pourquoi pas avoir un RIR, tu vois, ça peut toujours être intéressant sur certains mouvements, des mouvements un peu à risque. Si tu fais un squat libre, par exemple, en hypertrophie, peut-être, oui, avoir un RIR, ça sera peut-être plus pertinent que d'avoir ne serait-ce que 0 RIR, parce qu'en fait, 0 RIR, ça va être difficile de réellement le quantifier, etc., etc. Mais encore une fois, ça va rester très subjectif, donc c'est pour ça que, bon, c'est pas forcément le truc que je vais conseiller en premier. Après, ça va aussi dépendre beaucoup du volume de la personne, du volume, du niveau, pardon, de la personne. Je trouve que c'est aussi ça qui est à prendre en compte. Quelqu'un qui a beaucoup d'années d'entraînement, qui a vraiment de l'expérience dans son training, il peut vraiment se permettre d'aller beaucoup à l'échec. Il va pouvoir aussi se permettre d'avoir quelques RIR sur certains exercices parce qu'il va savoir plus facilement les quantifier. Alors que quelqu'un qui est débutant, aller à l'échec complet, un vrai échec musculaire, on va dire, sur un exercice en poids libre par exemple, bah, ça va lui prendre du temps. Il faudra d'abord qu'il maîtrise son exercice poids libre avant de réussir, etc. etc. Donc faut bien comprendre que ça reste tout à fait subjectif, même un échec musculaire, parce que souvent le débutant il va plutôt être sur un échec postural,
intervalles, etc., etc. Donc, c'est toutes ces petites choses à prendre en compte. Mais on va plutôt parler du coup là de l'effet de mode de ce low volume high intensity. Et en fait, moi, ce que je trouve problématique, cet effet de mode, c'est que comme tous les effets de mode, ça part toujours dans des extrêmes. C'est-à-dire que on est parti dans un extrême où, je veux dire, moi, il y a quelques années, on disait que moi, j'étais un mec du low volume, tu vois, parce que je faisais 15 séries par muscle, on me disait que j'étais dans le low volume. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, la, le champ de vision, on va dire, la fourchette avec laquelle on choisit nos séries, on va dire, euh, ça a totalement changé le point de vue et est devenu lunaire parce que maintenant, 15 séries, on te dit que c'est du high volume. Moi, je vous le dis, pour moi, du 15 séries, par exemple, par groupe musculaire, on parle par semaine. 15 séries par semaine, c'est un volume moyen. Pour moi, c'est vraiment un volume moyen, c'est un volume classique. Faut vraiment arrêter d'être dans ce matrixage où on se dit, genre, parce que là, avec le low volume, le gros problème, c'est que maintenant, la norme, c'est devenu genre 4 à 6 séries. Mais les gars, 4 à 6 séries, c'est réservé à vos points faibles. Ça, vous pouvez pas faire 4 à 6 séries sur un muscle que vous voulez développer à fond, quoi. Honnêtement, vous perdez énormément, je trouve, de stimulus, en fait. Et il y avait c'était Sam Souley que je me souviens dans une vidéo, carrément j'avais repris l'extrait de sa vidéo pour en faire un réel à l'époque. Alors ça date un petit peu, hein, c'était il y a plus d'un an, mais je me souviens encore de ça. C'était il parlait d'une métaphore avec la table de poker et il disait quand tu ne vas pas à l'échec, quand tu gardes des répétitions de réserve, eh bien tu vois, quand t'as fait tapis, t'as gagné, tu ramasses tous tes pions, et en fait si tu vas pas à l'échec, tu ramasses pas tous les jetons, tu vois, tu ramasses pas tous les billets, tu ramasses pas toutes les pièces, tu en laisses une partie, tu vois. Et en gros, il disait, voilà, tu ne gagnes pas, tu n'as pas tous les gains que tu pourrais avoir pour le même effort, tu vois. Et pour le même effort, ou quasiment, tu vois, pour le fait de, bah, ne serait-ce que d'être à la salle, de faire ta série, etc., tu vois. Et je trouve que c'est une métaphore qui est plus intéressante parce que je trouve qu'avec le volume, c'est pareil en réalité. Si tu es capable physiquement de récupérer suffisamment pour pouvoir faire deux trois séries de plus, bah fais-les ces deux trois séries. C'est dommage de se quantifier, de plutôt se limiter, on dira, à ouais, seulement 4 séries, 6 séries, parce que ouais, c'est la récup optimale, j'ai vu ça dans une étude, machin et tout. Les gars, les études, ça change tous les ans, honnêtement. Le volume, c'est vraiment subjectif à chacun. Ça va être subjectif par rapport à votre mode de vie, par rapport à votre expérience, par rapport à votre âge, par rapport à votre sexe aussi, par rapport à votre niveau de pratique, votre voilà, bon, ça va bien avec l'expérience, avec votre train de vie, mais aussi si vous faites un sport à côté, etc. Ça énormément de facteurs qui vont être pris en compte, et peut-être que certaines personnes auront une très bonne récup sur les quadriceps avec 16 séries de quadriceps par semaine, tandis que d'autres 6 séries, ça les mettra déjà dans le mal de ouf, tu vois. Et pour des séries qui sont portées à l'échec des deux côtés. Mais peut-être parce que le mec qui a que 6 séries, bah lui, je sais pas, il fait du vélo 3 fois par semaine, il va au taf en vélo, ça se trouve, il a un taf où il passe la journée debout, etc., etc. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Et franchement, c'est dommage de se limiter, on va dire, de se mettre des œillères comme ça. Et voilà, aujourd'hui, il y a des gens, ils me disent ouais, 15 séries, mais t'es un ouf, c'est impossible que t'ailles à l'échec sur tes 15 séries. Et les gars, j'ai 24 séries sur les pecs, il n'y a pas une série de mes pecs qui n'est pas portée à l'échec sur les pecs. Carrément, je suis en. Toutes mes séries, elles sont échec plus demi-répétition plus rest pause. Donc vraiment, tu vois, c'est. Voilà, je sais par contre que je dois faire attention sur la récupération de mes pectoraux pour le coup, et que parfois, juste sur l'entraînement des pectoraux, je vais effectuer une sorte de deload en termes de volume, c'est-à-dire qu'au lieu d'être 24 séries sur cette semaine, ok, cette semaine, je vais en faire que 18 ou 20, ce qui reste du plutôt haut volume, on sera d'accord hein, là-dessus. Mais ça me fait de la récupération, puisque je sens la différence avec 24 par exemple, vous voyez. Et donc tout ça, ça reste subjectif, et bien sûr qu'on peut récupérer avec 20, voire même 30 séries s'il le fallait sur un groupe musculaire. Ça va aussi dépendre de la répartition par séance par exemple, parce que quand on a un petit peu de volume tous les jours, la récupération ne sera pas la même que quand on a juste une séance dans la semaine où c'est destruction du groupe musculaire en question, mais après il a une semaine pour récupérer, tu vois, donc c'est. Et le groupe musculaire en question, bien évidemment, bah, ça va être à prendre en compte. Un groupe qui va être recruté un peu tout le temps sur plein de mouvements polyarticulaires, si on parle des deltoïdes, si on parle des triceps par exemple, etc., ça va, pareil, ça va beaucoup être à prendre en compte pour la récupération. Donc voilà.
Donc moi juste pour terminer un peu cette question, qu'est-ce que je pense de la mode du low volume? Et ben en fait, les gars, vous prenez pas pour des cracks avec le low volume high intensity parce que vous allez sur vos 4 séries semaines aller à l'échec. Moi je rigole doucement quand je vois ça parce que personnellement sur 24 séries je vais aller plus à l'échec que vous encore, tu vois. Donc au bout d'un moment, faut juste pas se limiter et se dire ah ouais mais moi tu te rends pas compte, mes séries elles sont de la mort qui tue, tu vois. Non non, tu pourrais faire des séries avec des dégressives à chaque fois, plus respose, plus, rep triché, plus drop set mécanique, tu vois, que non, t'inquiète, tu peux en faire plus, tu vois. Donc c'est pour ça, ne vous limitez pas forcément. L'idée dans votre choix de volume, c'est vraiment de trouver justement le volume maximum avec lequel pour avoir le maximum d'intensité. Pour moi, le premier facteur à prendre en compte, bien sûr, c'est intensité maximale. Et ensuite, en fonction de cette intensité maximale, on cherche à avoir le maximum de volume avec laquelle on peut du coup garder cette intensité et du coup donc bien récupérer, etc. etc. Donc peut-être que voilà, comme je l'ai dit, pour certains groupes musculaires, pour certaines personnes, ça sera 6, 8, 10, 12, 20, on ne sait pas, tu vois. Faut tester au fur et à mesure et voir ce qui marche le mieux. Ok, maintenant on passe question numéro 2. Donc, question numéro 2, on m'avait posé la question de est-ce que j'aurais des conseils ou plutôt, enfin la question c'était est-ce que tu as déjà parlé de l'aspect psychologique pour l'entraînement. Donc ce que j'en ai compris c'est comment on doit entre guillemets se préparer psychologiquement, j'aurais tendance à dire pour justement pour bien performer, pour justement avoir pour faire des bonnes séances de musculation. Et du coup, là, on va pas forcément parler de justement la préparation pré-training avec tout ce qui va être l'hydratation, l'alimentation, le repos, etc. Mais plutôt rapidement aborder le point justement du... Je trouve ça fait un peu bateau de dire ça, le mindset. Je suis pas trop fan de ce terme en réalité. Ça fait un petit peu développement personnel. Mais cette question-là, en fait, elle m'a fait surtout penser à une chose, c'est à la manière dont on réfléchit pendant qu'on s'entraîne, tu vois. Je pense qu'il y a une énorme erreur qui est faite par beaucoup de pratiquants, que je remarque beaucoup, j'ai envie de dire, c'est surtout les pratiquants, soit qui débutent, tu sais, ou qui sont un petit peu intermédiaires, mais tu sais, les gens qui sont pas 100% focus dans la muscu, tu vois. Et ces gens-là ont tout à fait le droit, bien sûr, d'être en salle, et je veux dire, voilà, bien sûr, je veux dire, c'est normal, je veux dire, on ne doit pas être tous focus à 100% sur la muscu, ça reste qu'un sport, et ça reste qu'une activité physique, j'ai envie de dire, et donc c'est très très bien, justement, d'avoir, voilà, une balance. Mais c'est une chose que je remarque beaucoup, et je pense que c'est l'erreur principale que beaucoup de pratiquants que beaucoup de pratiquants font plutôt, qui va vraiment les faire stagner sur le long terme et même sur le moyen court terme de toute façon aussi, c'est de se dire ok, là j'ai 4 séries sur mon exercice, eh bien il faut que je réussisse à faire mes 4 séries, donc première série j'y vais tranquille, donc ça va un peu reparler là un peu des RIR, du coup le mec intentionnellement ou même euh, non intentionnellement on va dire, sans vraiment le vouloir, il va du coup se garder un petit peu de réserve sur sa première série parce qu'il se dit j'ai encore 3 séries à faire après, tu vois. Et même si le mec il a que 3 séries au total, bah, il va dire ah, j'ai encore 2 séries, voilà, tu vois. Il faut pas être trop fatigué, tout ça, tout ça. Et du coup, il va pas mettre un maximum d'intensité sur sa première série. Et moi, ce que je conseille toujours, c'est justement que ta première série, tu dois la considérer comme ta seule série. C'est-à-dire que ta première série de ton premier exercice, il faut que dans ta tête, ça soit la seule série de ton seul exercice. Et c'est pareil pour la première série du deuxième exercice. Et c'est pareil pour la troisième série du quatrième exercice de ta séance. En réalité, chacune des séries qui va composer ton entraînement, ça doit être des séries dans ta tête qui sont des séries uniques. Il faut te dire que cette série-là, c'est une chance pour toi d'atteindre justement ton objectif de performance, ton objectif physique, etc., etc. Et que si tu ne te donnes pas à fond sur cette série-là, eh bien, comme j'ai expliqué tout à l'heure, tu laisses des gains un petit peu sur le côté et tu ne prends pas tout ce qu'il y a à prendre. Et du coup, c'est vraiment dommage, on va dire. C'est un petit peu une perte, on va dire, une perte sans intérêt, on dira en finale, parce que tu ne trouves pas grand intérêt, à part que ouais, tu pourras peut-être enchaîner plus vite ta séance pour le coup. Voilà, ça c'est peut-être la chose à ne pas appliquer. Quand je dis ça, c'est peut-être pour les gens justement qui sont très limités dans leur temps et du coup ils doivent faire entre guillemets le choix pour pouvoir enchaîner leur training rapidement de ne pas
comment dire, de ne pas se mettre en full high intensity justement parce que ça prend beaucoup plus de temps de récupération entre les séries, etc., etc. Mais ça encore du coup c'est un tout autre débat pour le coup. Mais du coup ouais ça c'est vraiment une erreur que je vois beaucoup, c'est du coup les gens bah, se mettent un petit peu voilà, un petit frein, on va dire, sur leur première série, etc. Ils vont vraiment aller à l'échec que sur la dernière série, et c'est dommage, parce qu'au final, la dernière série, c'est aussi celle sur laquelle vous serez fatigué, le plus fatigué, et du coup, bah, c'est peut-être aussi celle sur laquelle vous aurez un petit peu moins de performance, on va dire, vous aurez de moins hautes performances que sur vos premières. Donc si vous êtes capable de faire à chaque fois, sur vos 3 séries, la même performance, par exemple, 8 répétitions à 50 kilos, eh ben c'est probablement du coup vous aviez justement un petit peu cette bride sur la première et même sur la deuxième série pour le coup. Donc donc c'est pour ça que c'est quand même important de bien prendre en compte que c'est normal qu'il y ait une petite digression, on va dire, une petite diminution de la performance au fur et à mesure des séries, même en prenant beaucoup de temps de repos, et que ça en soi c'est pas grave, mais que dans l'idée il faut que chacune des séries simplement soit portée à son maximum, à son plein potentiel, j'ai envie de dire, et du coup, dans le même style, oui, un peu dans le même principe, on a aussi des gens qui vont faire un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont faire une première série avec une bonne intensité, très bien, et ensuite ils vont se dire, bon maintenant, et c'est un peu le principe des top 7 back-off, et c'est pour ça que moi j'en parle très peu de ça, des top 7 back-off, parce que psychologiquement, je trouve que d'aborder un peu ce thème-là, et si je dis à mes coachés, ok, là tu fais top 7 puis back-off, etc., ils vont se dire, ok, donc la série top 7, c'est celle où je m'envoie, et les autres séries, c'est les séries tranquilles. Dans certains contextes, ça peut être intéressant à mettre en place, hein, bien évidemment, comme comme j'ai expliqué avec les RIR de manière générale, ça peut être intéressant à mettre en place dans certains contextes, mais pour la plupart des gens, etc., avec une bonne récupération, on n'est pas en déficit calorique, etc. Pour moi, il faut mettre maximum d'intensité sur toutes les séries. Et du coup, si on commence à dire, ouais, j'ai la série top 7, et ensuite les autres séries, c'est des back-off, on va se retrouver avec, du coup, une série, on va s'envoyer une bonne intensité, et les autres séries où là, on va garder des RIR, etc. Ouais, tranquille, c'est les back-off de toute façon. Voilà, moi je trouve, encore une fois, c'est dommage parce qu'on n'utilise pas le plein potentiel. Moi je veux que chacune de mes séries, que j'ai 6 séries ou 24, je veux que toutes ces séries-là, elles aient été le plus utiles possible. Je veux vraiment qu'il n'y ait pas de série qui soit du junk volume, qui soit... voilà, je veux vraiment aller chercher le plein potentiel de chacune des séries que je vais faire. Et donc voilà, pour moi c'est vraiment important. Donc il y a du coup cet aspect psychologique là, je pense, qui était intéressant à aborder. Donc le fait de se dire, ok, chacune de mes séries, elle a la plus grande importance, sinon mon training il est à la poubelle, etc. C'est vraiment une manière de réfléchir qui va te permettre de performer. Après encore une fois, il ne faut pas non plus trop se mettre la pression. Le point entre guillemets négatif de ça, ça va être justement de bah, dès qu'on va un peu foirer un exercice, même une série dans la séance, on va peut-être commencer à passer une mauvaise journée. Tu passes une mauvaise journée parce que ce matin tu t'es entraîné et tu as fait des moins bonnes performances que la semaine dernière, tu vois. Et bon, ça c'est un peu dommage, on va pas se mentir. Faut pas non plus que ça impacte trop les autres choses, tu vois. Donc voilà. Et du coup, ça va nous amener un petit peu maintenant sur cette troisième question que je voulais traiter, où c'était une question un petit peu plus personnelle, mais je pense qu'on peut du coup vraiment aborder ça et adapter ça un peu pour entre guillemets, tout le monde, on va dire. J'allais dire grand public, c'est un peu bizarre. C'est une question qu'on m'avait posée, c'était comment tu gères ta vie sociale avec toutes les restrictions que tu t'imposes. Faut vraiment pas voir ça comme des restrictions à proprement parler. Alors, quand on m'avait posé cette question, c'était quand j'étais en préparation, du coup, pour ma compétition. Et là, oui, c'est un contexte qui est vraiment différent parce que quand tu es en prépa de compète, ça va te demander un peu plus de rigueur, on va dire. C'est que tu peux te permettre beaucoup moins de flexibilité. Et ça, c'est vraiment, entre guillemets, le gros point négatif là-dessus, pour le coup. Et c'est d'ailleurs ce qui me manquait. C'est quelque chose que je suis content aujourd'hui de retrouver et sur lequel je mets un point d'honneur là actuellement, c'est de garder un maximum de flexibilité, que ce soit dans l'alimentation, justement dans l'énergie que je vais pouvoir avoir, dans le social, etc. Et c'est vrai que le point négatif de la muscu avec ce que le go muscu classique qui va compter ses calories, qui va s'entraîner tous les jours, etc., va s'imposer, c'est justement qu'on a vite tendance à se renfermer sur nous-mêmes, etc., de se couper un peu socialement, parce que ça va permettre
C'est vrai, bah voilà, quand tu sors pas, bah, tu auras une meilleure récupération, tu auras un meilleur sommeil, tu vas gérer ta diète plus facilement, donc le calcul de tes cales, etc., etc. Donc c'est plein de choses qui sont à prendre en compte, que ça soit une fatigue du coup avec bah, le gain de sommeil, mais aussi une fatigue parce que c'est fatigant tout simplement de sortir, de parler, voilà, d'être en contact social et que quand tu es tout seul chez toi, tranquille dans le noir, que tu es là, tu regardes ta petite série, tu lis tes 10 pages de bouquin et ensuite tu t'endors tranquillement, forcément ta récup elle va être différente, tu vois. Et nerveusement, tu seras aussi moins fatigué, etc. Donc forcément, on a vite tendance à se couper de ça quand on est très focus sur nos objectifs, et même hors prépa de compétition. Mais justement, je pense que la muscu doit pas être un frein justement à tout ça, et que faut vraiment plutôt essayer de faire en sorte que la muscu soit limite quelque chose qui fait que tu as beaucoup d'énergie, ton train de vie avec ta bonne hygiène de vie fait que bah, justement ouais, tu as beaucoup d'énergie, tu as confiance en toi, etc., etc. Et que justement ça te serve pour quand tu as des activités sociales, etc., eh bien, tu les vives encore mieux, tu vois. Et exemple typique, le fait d'avoir une bonne hygiène de vie et que, voilà, toute l'année, tu es en forme physiquement, etc., bah, quand tu vas faire un voyage, tu vas pouvoir visiter la ville non-stop, faire 30 000 pas par jour s'il le faut, parce que tu vas marcher non-stop dans toute la ville, tu vas pouvoir aller faire des randonnées, tu vas pouvoir faire telle activité physique, etc., etc. Et t'as entre guillemets pas de limite. Et tu as aussi de l'énergie pour pouvoir du coup passer la journée de 7 heures à 23 heures le matin tu as fait du sport, l'après-midi tu as fait une visite, tu as fait 20 000 pas dans l'après-midi, le soir tu sors au resto, puis même s'il le faut au bar et tu discutes avec des gens. Et ça c'est le point positif entre guillemets d'avoir une bonne hygiène de vie, j'ai envie de te dire, c'est que tu peux d'un point de vue énergie te permettre de faire ce genre de choses, tu vois. Et donc pour moi, il faut vraiment que la muscu ait vraiment cet aspect positif-là sur la vie, soit un peu un générateur, une turbine, on va dire, à justement avoir une vie encore plus agréable, on dira. Et du coup, il faut vraiment voir ce point positif-là. Mais par contre, selon moi, pour pouvoir atteindre entre guillemets, ce niveau-là, il faut apprendre à être flexible. Et pour être flexible, bah, sûrement que ceux qui m'écoutent, il y en a beaucoup qui connaissent justement ces histoires de système fluide avec Lucas Gouif et Antoine GBZ qui sont très connus en ce moment. Mais en soi, ils apportent quelque chose d'intéressant sur ce point-là, ils appellent ça leur système, le système fluide, mais en fait le système fluide, comme ils l'appellent, c'est juste le fait d'être flexible, c'est-à-dire de savoir être flexible sur sa diète, savoir d'être capable de traquer ses calories, même si bon, parfois il y aura une petite marge d'erreur, etc., quand on va être en sortie avec des gens, savoir traquer aussi ses dépenses énergétiques, etc., savoir traquer sa récupération, son volume d'entraînement en fonction justement de la fatigue, etc., de ce qu'on a à disposition, du temps qu'on va avoir à disposition, et d'avoir du coup cette fluidité là, cette flexibilité, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant parce qu'on va pouvoir s'adapter à tous les contextes. Moi, si demain il n'y a pas de salle de sport, je peux m'entraîner que 3 fois 1 heure dans la semaine et je peux traquer que la moitié de mes calories avec ma balance, avec ma pesette, bah, je vais quand même m'en sortir, je vais quand même garder une bonne shape, je vais garder une bonne hygiène de vie, etc. Parce que justement bah, j'ai les outils, je sais, j'ai les connaissances, on va dire, pour pouvoir justement appliquer cette fluidité, cette flexibilité-là, tu vois. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important pour la plupart des pratiquants. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont une diète qui est très fixe, mais qui ne calculent pas leurs calories. En fait, ces gens-là ne savent pas, par exemple, calculer des calories. Et c'est dommage, parce qu'au final, ils sont sous diète toute l'année, mais dès que du coup ils vont sortir de leur diète, ils sont incapables de traquer leurs calories, de recalculer, etc. Apprends, plutôt que d'être en diète, entre guillemets, fixe, de manger un peu tout le temps les mêmes choses, et d'avoir du coup relativement, oui, une bonne diète, mais où tu ne sais pas vraiment les données que tu as, eh bien, essaye plutôt d'apprendre justement à, euh, à comprendre comment ça fonctionne, pourquoi tu vas avoir telle répartition, etc. Et bah, apprends voilà, à traquer tes calories avec différentes sources d'aliments, etc., etc. Et plus tu as l'habitude, plus tu as de l'expérience et plus tu as des connaissances, plus du coup, bah, voilà, quand tu vas sortir, tu vas pouvoir traquer plus facilement. Pareil au final, bah, pour tout ce qui va être, entre guillemets, les sciences de l'entraînement, tu vas pouvoir traquer ta récupération, ton volume, etc. beaucoup plus facilement, savoir ce qui fonctionne sur toi. Et du coup, plus tu as d'expérience et plus tu sais, plus tu peux être flexible. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et je pense que
t'atteins entre guillemets un certain prime, tu vois, quand t'as un niveau qui te permet de, dans tous les contextes, tu vas garder un niveau top tier physique, etc. Tu auras toujours une bonne shape, etc., etc. Et ça, c'est plutôt important. Et voilà, et je pense que ça, on cesse jamais d'apprendre, hein, parce que ça peut aussi même être sur la micronutrition, etc., sur les minéraux, tout ça, genre la balance sodium-potassium, tu vois, tu manges dehors, t'as plus de sel, donc voilà, tu vois, ce genre de choses, donc je pense que ça ne s'arrête jamais, mais c'est vraiment pour moi peut-être le secret pour pouvoir avoir une vie sociale, justement, tout en respectant ses objectifs, parce que c'est vraiment compliqué psychologiquement de faire une croix sur ses objectifs pendant un certain temps, même si c'est un temps assez court, même si c'est le temps que d'un week-end, et ben c'est pas toujours terrible de faire une croix sur son objectif ou de le mettre de côté, justement au profit de la vie sociale, etc. Même si bien sûr, je conseillerais pas à quelqu'un de se couper juste pour ses objectifs, tu vois. Après, tout dépend des objectifs, bien sûr, et du délai qu'on a pour les atteindre aussi. Donc voilà. Et du coup, on va pouvoir ensuite aborder cette quatrième, je crois, et dernière question, parce que je pense que ça va être la dernière. On arrive déjà à un peu plus de 30 minutes là d'épisode, donc je pense que ça sera la dernière question que je traiterai aujourd'hui. C'est quelqu'un qui m'a posé la question de... alors c'est une question, entre guillemets, je trouve un peu... on va pas dire c'est une question bateau, c'est pas très gentil pour la personne qui l'a posée, mais c'est une question qu'on voit beaucoup sur les réseaux, etc., qui est... ton avis, on m'a posé la question, quel était mon avis sur le cheat meal. Il faudrait que j'aborde un petit peu le sujet du cheat meal en podcast. Et justement, ça fait le lien avec ce que je viens d'expliquer, la flexibilité. C'est que pour moi, un cheat meal à proprement parler, il ne doit pas vraiment y en avoir. Ça doit vraiment être très rare pour le coup. Un cheat meal, si on parle d'un cheat meal en mode les calories ne sont pas traquées, on dépasse vraiment le total calorique, etc. Je pense que vraiment ça doit quasiment ne pas exister dans ta pratique. C'est-à-dire que pour moi, si tu as le besoin ou qu'il t'arrive justement d'avoir des craquages et que tu te retrouves à faire vraiment voilà, t'exploses tes calories ou carrément tu ne les comptes pas du tout, je pense que tu fais mal les choses, tu vois. Je pense qu'il y a un point sur que ça soit ta récupération, sur le choix de tes aliments dans ta diète, etc. Il y a un point quelque part qui ne fonctionne pas et il faut revoir tous ces points différents pour justement que tu n'aies pas le besoin justement de faire vraiment des cheat meals, tu vois. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt... comment dire, moi quand je vais dire que je vais cheater, tu vois, c'est plutôt je vais respecter mes calories, mais par contre je vais avoir des aliments à consonance non diète, ou on va dire plutôt des aliments un peu plus transformés, etc. Donc si par exemple demain je vais au restaurant, je vais essayer de traquer les calories de mon restaurant, je vais essayer de les faire rentrer dans ma diète un maximum, et même si je dépasse mon total calorique un tout petit peu, par exemple j'ai mangé 300 calories de trop, je vais essayer de les enlever du lendemain par exemple, ou sur 2-3 jours, imaginons qu'il y ait 500 calories, peut-être juste sur le lendemain, ça va peut-être faire beaucoup d'enlever 500 calories. Après, je peux très bien choisir de faire aller 250 cales de dépenses en plus et d'enlever 250 cales sur mon total calorique habituel, ce qui fera que j'aurai contrebalancé l'excès de la veille, tu vois, par exemple. Ou je peux choisir du coup de répartir, soit sur 5 jours, je vais enlever 100 calories par jour, etc. Tu comprends le principe, tu vois. Et du coup, je pense que ça, pour moi, c'est vraiment le point le plus intéressant, c'est justement d'avoir justement les connaissances pour pouvoir, quand on va, entre guillemets, cheater, être capable de pouvoir ne pas avoir de gros contre-coups, que ce soit sur la shape ou justement, peut-être aussi sur la récupération, sur la répartition de nos macronutriments, etc. Tu vois, je pense que c'est toute une question d'équilibre et qu'on peut vraiment voir ça déjà sur plutôt une timeline d'une semaine plutôt que d'un jour type, tu vois, d'un jour seul, de dire ok aujourd'hui j'ai cheaté, voilà c'est trop nimp et tout, aujourd'hui toute la journée je cheat, c'est trop nimp, tu vois. Non, il vaut mieux voilà étaler un petit peu et je pense que du coup, il ne doit pas vraiment y avoir de cheat meal à proprement parler, en mode du coup non tracking des calories, etc. Ça peut arriver quand même, hein, bien sûr, tu vois. Justement, moi, je me suis permis une journée cheat le lendemain de ma compétition, une journée où je n'ai ni traqué mes pas, ni traqué mes calories.
ni entraîné, etc. Parce que c'était aussi une journée, bah, c'était le lendemain de ma compétition et j'avais ce besoin, on va dire psychologique, de justement relâcher la pression, de relâcher la rigueur que je m'étais imposée ces 6 derniers mois, etc., etc., tu vois. Et donc il y avait vraiment cet aspect psychologique nécessaire, je pense, qui là faisait que ça pouvait être intéressant. Mais à part vraiment quelques fois par an, et vraiment ça doit être anecdotique dans ton année, par exemple, je sais pas moi, le jour de Noël, ne traque pas tes calories, ok, vas-y, si t'es pas en prépa de compète et tout, que t'es pas spécialement en sèche en plus de ça, bah, le jour de Noël, par exemple, ok, traque pas tes calories, c'est un jour dans l'année, t'es avec ta famille, etc. Ça va être un repas assez long, ça va être difficile de traquer. Bon, bah voilà, dis-toi que c'est une journée libre, etc. Et tranquille, tu vois, c'est un jour sur 365, tu vois. Mais faut pas que ça soit genre, ouais, tous les dimanches, le dimanche, c'est journée de cheat, je m'envoie full cal, parce qu'au final, bah, ça va être compliqué après à prendre en compte sur ta progression long terme de semaine en semaine, voilà, tu vois. Mais encore une fois, même ça peut être à prendre en compte. Tu vois, moi, il y a une époque où tous les week-ends, je rentrais chez mes parents. Donc tous les week-ends, j'étais chez mes parents, donc je mangeais ce que mes parents préparaient. Et donc, certes, j'avais une balance, etc. Donc je pesais les aliments cuits. Voilà, j'essayais de contrecarrer un petit peu et de pas me retrouver en gros surplus et de pas me retrouver en no tracking, tu vois. Mais souvent, ces jours-là, ces 2 jours de week-end, donc le samedi dimanche, j'étais souvent, bah, j'avais du mal à être sur un total calorique restreint, tu vois. C'était difficile. Souvent, j'avais toujours un peu sur 500 calories de trop, etc. Et du coup, en fait, ce que j'avais fait, c'est que je me souviens, j'avais commencé à mettre ça en place quand j'avais commencé un déficit, etc. Et comme j'étais en déficit calorique, en fait, j'avais calculé tout simplement mon déficit calorique à la semaine en prenant en compte qu'il y aurait du coup 500 calories de surplus le week-end, tu vois. Et du coup, j'avais contrebalancé ça. Et du coup, mon déficit la semaine était un peu plus important que ce que j'aurais pu faire. Donc voilà, ça tirait un petit peu plus sur les 5 jours de la semaine. Mais ça me permettait justement, bah, entre guillemets, d'avoir plus de flexibilité le week-end, etc. Et ça peut être quelque chose à mettre en place, même sur un maintien ou même sur un surplus calorique, pour pas se retrouver sur un trop gros surplus calorique ou pour rester dans une maintenance. Avoir du coup, par exemple, bah, avec l'exemple de la maintenance, il est plus intéressant, je trouve, c'est que du coup, tu sais que tu as 1000 calories sur le week-end de surplus, et bien du coup, tu fais sur la semaine ta maintenance moins, bah, du coup, 150 calories par jour, tu vois, grosso modo, ce qui fait que sur le total de tes 7 jours de la semaine, eh bien, tu as du coup une forme de maintenance qui est mise en place. Et ça peut toujours être intéressant, ça peut toujours être des points qui vont t'aider et qui vont te permettre justement de ne pas trop pâtir justement, de ne pas trop mettre tes objectifs en difficulté. Malgré voilà, un contexte hors qui va un peu entre guillemets t'obliger à être en no tracking ou en cheat, etc. Tu vois. Donc ça peut toujours être intéressant. Et tu peux aussi, et ça au final ça s'applique aussi, bon là je digresse un petit peu, mais ça revient un peu sur le sujet précédent de la flexibilité, ça revient aussi sur une journée type, tu vois. Si tu sais que bah, par exemple le soir ou le midi tu vas aller taper un resto, tu vois, voilà, tu vois, par exemple, là, je vais partir du coup en voyage la semaine prochaine, enfin dans quelques jours là, et du coup pendant 10 jours, bah forcément, tu vois, je vais pas être là en mode ouais, 2500 cales par jour, voilà, je vais être au Canada, gros, je vais taper les spécialités culinaires de là-bas, voilà, mais en plus de ça, j'adore bah, la bouffe, c'est vraiment la nourriture, c'est peut-être ma passion numéro une, comme je l'avais expliqué dans le précédent podcast, donc je vais vouloir profiter, je vais vouloir goûter un petit peu à tout, tu vois, je vais me dire, voilà, j'ai l'occasion de manger, bah déjà, quelque chose que j'ai bien conscience, c'est que si j'ai un léger surplus qui s'installe chaque jour, c'est pas trop grave parce que je pense que je ferai une petite phase de déficit en rentrant. Et, euh, et surtout, pour pouvoir justement ne pas exploser mes cales, bah, je vais pas m'éclater le bide avec un bol cake à 700 calories le matin au petit-déj. Je pense qu'à mon avis, le petit-déj, soit je ne déjeunerai pas, je ne prendrai pas de petit-déj, pour pouvoir justement une fenêtre d'alimentation qui sera peut-être plus courte, tu vois, qui sera plus restreinte. Donc comme ça, au moins, bah, j'aurai plus de calories disponibles pour me faire plaisir le midi si je vais au resto, etc. Ou si justement dans l'après-midi j'ai envie de pouvoir taper, je sais pas moi, des viennoiseries, enfin j'en sais rien, des trucs sucrés, des pancakes, j'en sais rien, tu vois, ce genre de choses. Donc, tu vois, c'est aussi dans la journée, si tu sais que tu vas avoir besoin
de plus de calories le soir ou que potentiellement il y a des chances que voilà quand tu vas te balader en ville parce que tu vas visiter la ville etc il y a des chances que tu passes devant je sais pas moi un stand de je sais pas quoi et que tu te dises ah vas-y j'ai envie de taper ça bah, pour ne pas avoir une accumulation de frustration et te retrouver à faire un gros craquage et à dépasser tes calories et bien tout simplement tu peux garder un maximum tu vois de calories pour ta fin de journée et comme ça au moins t'as bah c'est Lukaku justement qui cette métaphore un petit peu un peu de genre de ton pas de ton je crois de ton compte bancaire, enfin, je sais pas comment le dire mais ouais c'est un peu ça, genre ton budget tu vois genre voilà t'as tant de calories de budget et en fait bah t'en gardes un maximum, t'économises pour pouvoir tout claquer quand t'en auras vraiment envie tu vois et c'est un peu ce principe là qui est intéressant pour le coup pour avoir de la flexibilité. Et du coup, pour moi, si tu as une bonne flexibilité, que tu maîtrises bien, entre guillemets, pour reprendre le terme de ton système, que tu as les connaissances adéquates, en fait, tu n'as jamais besoin de cheater vraiment, tu vois, à part, entre guillemets, où tu as un peu un craquage de type TCA, tu vois, un peu psychologique et tout. Et tu vois, moi, avec le post-compète, ça m'est arrivé un petit peu d'avoir des jours où là, j'arrive plus à m'arrêter de manger, tu sais, j'ai atteint mes calories, et voilà, et là, du coup, je commence à taper, tu sais... mais tu sais, c'est pas un cheat en mode, en mode ouais, tu tapes des pizzas et tout. C'est genre, là, tu manges même des flocons d'avoine à la main comme ça, tu vois, parce que t'as vraiment une crise d'hyperphagie et tout. Je pense qu'il faudra peut-être que j'en parle un petit peu, ça, dans un épisode dédié, je pense. Mais c'est vrai que le post-compète, là, j'ai commencé à ressentir ces envies-là de fringales où il y a beau avoir rien dans mon frigo de cheat, tu vois, genre à part des fruits, tu vois, et ben j'ai quand même envie de, ouais, de cheater, de trucs et tout. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai ressenti là après avec le post-compète, c'est assez compliqué des fois. C'est très bizarre comme sensation, mais bref, ça, on va pas déborder là-dessus. Mais du coup, ouais, si, et encore une fois, ça au final, c'est une preuve qu'il y a un truc dans le système qui fait qu'il y a quelque chose qui cloche. Là, c'est dû justement au post-compète, aux restrictions que je me suis imposées, justement. Mais de manière générale, si dans ta vie on va dire classique, etc., ça t'arrive, c'est que voilà, il faut que tu changes un petit peu quelque chose parce que t'es pas en prépa de compétition, tu vois, j'ai envie de dire. Donc au final, pour conclure, mon avis sur le cheat meal, c'est qu'en soi, il ne doit pas y avoir de réel cheat meal. Tu peux avoir des aliments flexibles de temps en temps, tu te fais plaisir, c'est le week-end, tu veux te taper une pizza, fais-toi plaisir, mais essaye de la faire rentrer dans tes calories, je veux dire, tant qu'à faire. Et au pire, si jamais elle dépasse un tout petit peu de tes calories, tu contrebalanceras avec demain, mais au moins comme ça, tu te fais plaisir le week-end et le lendemain bah au pire t'iras marcher 3000 pas de plus s'il y avait 150 cales qui ont débordé tu vois ou un truc comme ça c'est pas grave genre tu contrebalances un tout petit peu sur les jours suivants ou même la veille hein, tu prépares d'avance etc. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Je pense qu'on a déjà du coup un petit épisode assez sympa là, du coup on a une quarantaine de minutes. Ça fera déjà un bon petit épisode. Donc comme ça me permettra de publier ça et de pas vous laisser sans rien pour les 2 prochaines semaines parce que je sais pas si du coup je vais rentrer le vendredi, du coup là je pars le mercredi et je rentre le vendredi d'après et je sais pas si j'aurai le temps du coup de sortir un épisode pour... Du coup, ça sera peut-être dans un peu plus de 2 semaines, je sais pas trop, on verra niveau timing une fois que je serai rentré. Je rentre le vendredi soir en plus, donc on verra si j'ai le temps de tourner le samedi, dimanche, etc. Mais du coup, le prochain épisode, j'espère que ça vous intéressera. Je vous ferai un petit retour justement, même si c'est pas forcément lié muscu, mais je vous ferai un retour quand même sur l'expérience que j'ai eue du coup sur ces 10 jours au Canada, ce que j'en ai pensé. Et puis même, du coup, on parlera un petit peu sport, etc., alimentation. Je pense que ça peut être intéressant justement de faire un petit retour justement sur la flexibilité que j'ai pu avoir aussi pendant ce voyage. Et puis, bah, je ferai un petit retour sur les salles que j'ai pu tester. Tout ça, je pense que ça sera toujours intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et tout. Donc ça sera pour le prochain épisode, donc l'épisode 13. Donc on se retrouve pour ça. En tout cas, sinon, pour conclure, bah, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à mon compte Insta, à mon compte TikTok pour me suivre au quotidien. Surtout le compte Insta pour les stories. Surtout si t'as envie de suivre, du coup, là, mon petit voyage et tout, je t'invite vraiment à aller follow ça. Et bien sûr, à t'abonner à Spotify ou YouTube en fonction de là où tu écoutes ce podcast. À laisser une review, un commentaire, un like, une review 5 étoiles, etc. suivant la plateforme. Et aussi, n'oublie pas toujours le code NMA-Minotaur sur Nutrimus pour avoir des réductions sur tes compléments alimentaires. Vraiment Nutrimuscle hein, pour les compléments alimentaires de bonne qualité. Franchement, moi, en toute transparence, là où je vous conseille de prendre chez Nutrimus, c'est tous vos compléments alimentaires justement typés santé. Je comprends que pour des compléments, ou entre guillemets, quand on va acheter de la whey ou des types
trucs plus alimentation, etc., ça va être peut-être moins cher. Voilà, même sur Nutrimus qui propose pas, par exemple, tout ce qui va être, je sais pas moi, des sauces zéro, des trucs comme ça, des petits trucs un peu, entre guillemets, alimentation healthy, zéro calories, tout ça. Nutrimus, ça va être vraiment intéressant pour tous vos compléments, entre guillemets, santé. Si vous achetez du collagène, votre créatine et tout, les gars, prenez chez Nutrimus, prenez de la qualité. Sinon, c'est autant mettre de l'argent à la poubelle. Donc vraiment, parce que quand vous achetez de la mauvaise qualité, voilà, c'est une mauvaise assimilation et tout. Donc là, je fais pas le mec vendeur. C'est justement pour ça que j'ai pas accepté d'avoir des codes promo, etc., d'avoir des partenariats avec d'autres marques de compléments alimentaires qui étaient moins qualitatives, parce que moi, vous faire des réductions sur des sauces zéro, etc., qui coûtent que 4 euros, entre guillemets, je m'en fiche un petit peu. Par contre, que vous puissiez avoir 5, 10, 15% de réduction sur du collagène de bonne qualité, sur de la créatine de bonne qualité, sur, sur votre magnésium, votre zinc, etc. Là, c'est intéressant. Donc voilà, c'est pour ça. Donc petite piqûre de rappel sur ça. J'en fais très peu la promotion, donc voilà, j'en profite. Donc NMA-du-bas Minotaur sur Nutrimuscle pour les compléments de qualité. Et sinon, j'ai plus qu'à vous souhaiter du coup une bonne journée ou une bonne soirée. Surtout comme d'habitude, on continue de bien s'entraîner, on continue les efforts. Surtout, on casse tout à la salle, on tient bon. Et du coup, je vous remercie pour votre écoute. Et on se dit à la prochaine pour l'épisode 13, donc après mon retour du Canada.